Élie Corchia. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être resté sur Radio J après votre chronique. Tout à l'heure, vous avez expliqué votre vision des choses en tant que président du consistoire et donc désormais c'est l'avocat qu'on sollicite puisque vous avez représenté, je le rappelle, 2 anciens otages de l'hypercacher, Zari Siboni et Andrea Chamac. 1 an est passé depuis le procès. Il était long, compliqué. Nous l'avons suivi bien sûr sur Radio J. Vous aviez déjà, Élie, représenté la famille Sandler, il faut le dire, Samuel Sandler en 2017 pour les attentats de Toulouse. Une première question d'abord, ces 2 procès, vous les avez vécus finalement assez rapprochés. Comment on appréhende ce genre d'audience? Parce que c'est quand même très difficile d'entendre tous ces témoignages d'horreur. Bien sûr. D'abord, comment on l'appréhende? On travaille d'abord. Il y a énormément de travail, de préparation. Ouais. Il faut que celles et ceux qui nous écoutent comprennent que ce soit le procès des attentats de Toulouse et Montauban, que ce soit le procès des attentats de janvier 2015, ce sont des procédures qui durent plusieurs années, 4, 5 ans, 6 ans d'instruction criminelle, et qui ensuite, ce sont 100, 110, 120 tomes de procédures, donc plus de 10 000, 15 000 pages à connaître, à lire, en tout cas à analyser parfois, pour certaines très longuement. Et donc, il y a une préparation d'abord qui est très importante de cette affaire pour que lorsqu'on arrive au procès, même si nous ne sommes pas du côté de la défense, on ne défend pas des gens, on accompagne des parties civiles, soit des familles de victimes, soit évidemment, comme pour ce qui a été mon cas et d'autres confrères, évidemment des amis qui ont fait un magnifique travail aussi pour les parties civiles dans ces différents procès. On accompagne effectivement des personnes. En ce qui me concerne, j'accompagnais effectivement, vous l'avez dit, Samuel et Myriam Sandler, et puis ensuite Zari Siboni, Andrea Chamac, et nous avons donc préparé tout cela. Par exemple, avec des confrères comme Ariel Goldman, Patrick Lugman, ou ensuite d'autres confrères avec qui nous avons travaillé pour le procès, par contre, des attentats de janvier 2015. Eh bien, nous avons fait tout ce travail de préparation en amont. Et puis ensuite, il y a, pour les victimes que nous accompagnons, une aide, je dirais, à la fois juridique, mais aussi psychologique, pour être avec ces parties civiles, pour leur faire comprendre dans quoi ils vont pénétrer dans cette enceinte judiciaire. Alors parfois, c'est pendant plusieurs jours, pas pendant tout le procès. Par contre, Samuel Sandler, lui, il était là tous les jours du procès, pendant le procès en première instance aux assises et aussi en appel en 2019. Le second procès, il était tous les jours présent et donc effectivement, chaque partie civile peut vivre ça d'une certaine manière. Certaines, pour c'est trop dur de venir. Et donc elles ne viennent pas, vous les verrez pas pendant tout le procès. Ça a été le cas d'Andrea Chamac. Par exemple, Andrea Chamac ou d'autres au procès des attentats de Toulouse et Montauban que nous n'avons jamais vus, qui ne sont jamais venus, et puis d'autres parties civiles pour qui c'est fondamental, c'est très important d'être là et d'assister aux audiences. On l'a vu d'ailleurs pour des victimes de Charlie Hebdo qui étaient là tous les jours du procès, ou pour la famille, pour des membres de la famille de Clarissa Jean-Philippe aussi, qui étaient venus d'ailleurs d'outre-mer, des Antilles, et qui assistaient au procès pour comprendre, pour que la justice joue ce rôle aussi de compréhension de telles affaires criminelles et terroristes. Alors, vous avez assisté, vous l'avez rappelé, Andrea Chamac et Zari Siboni. C'est intéressant de se pencher sur le cas de Zari. Elle était quand même en première ligne face aux terroristes. Et surtout, c'est quelque chose d'assez miraculeux. Mais lorsque le terroriste a tiré sur elle, elle n'a pas été tuée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'elle a souvent rappelé. Et aujourd'hui, je pense qu'elle ne le comprend toujours pas. Non, il y a des choses qu'on comprendra jamais. Ouais. Alors, Zari est croyante. Zari est quelqu'un qui a la foi, qui est croyante, qui est pratiquante, comme Andrea d'ailleurs. Et donc, effectivement, on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas chercher plus à comprendre. Mais effectivement, c'est la seule personne dans l'hypercacher qui non seulement va être au contact du terroriste, lui parler pendant toute la prise d'otage, vivre une scène incroyable, c'est que sa collègue Andrea, puisque j'ai accompagné ces 2 jeunes femmes, Andrea qui est tétanisée face au terroriste, à un moment donné, vous savez que le terroriste va demander à Zari de descendre dans la chambre froide pour faire remonter les personnes en leur disant si tu ne les fais pas remonter tout de suite, je la tue, tu as 10 secondes. Et il braque son pistolet sur la tempe d'Andrea Chamac. Et effectivement, c'est une scène terrible. Parce que Zari descend, elle ne sait pas quand elle va remonter, ce qui va se passer. Et quant à Andrea, elle est tétanisée parce qu'effectivement, elle a un pistolet braqué sur elle. Donc, d'abord, c'était des scènes extrêmement éprouvantes. Et puis, vous l'avez rappelé, il y a cette scène folle où à un autre moment, le terroriste va tirer en direction d'Andrea, une balle va partir, qui va se loger, de Zari, pardon, bien sûr, et la balle va se loger, ça a été rappelé pendant le procès, dans la caisse enregistreuse de Zari, et donc... il lui dira, tu n'es pas encore morte, toi. À un autre moment encore. Il va lui dire à un autre moment, quand elle revient, à un moment donné, pour lui parler d'un enfant qui va pas bien, c'est un bébé, il se sent pas bien, il se sent mal, et donc il y aura cette phrase incroyable à un moment donné, qui est lancée à Zari en lui disant, tu n'es pas encore morte, toi. Et donc c'est vrai que, comment elle a
réussi à avoir la vie sauve. Écoutez, il y a parfois des choses qui nous échappent. En tout cas, ce sont des traumatismes qui restent vifs, difficile de se reconstruire après ça. On sait que certaines, je ne sais pas si les deux sont partis vivre en Israël, je ne me rappelle plus bien, mais voilà, on subit toujours ce stress qu'on appelle un stress post-traumatique. D'ailleurs, au moindre bruit, on peut ressentir ce stress-là. Comment se reconstruire? Est-ce qu'elles se reconstruisent là-bas, peut-être en Israël? Beaucoup de victimes, beaucoup de personnes qui ont été là-bas, qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, des hommes, des femmes peuvent connaître effectivement ce stress post-traumatique et donc évidemment c'est à ces différentes personnes que je pense ce matin. Je me rappelle avec Patrick Lugman qui assistait à accompagner beaucoup de personnes qui étaient dans la chambre froide. Lui, on sait que pour certaines c'était même trop difficile de venir au procès parce que c'était très compliqué. Quand vous dites se reconstruire, c'est aussi faire face même à ces moments-là. Parfois c'est trop douloureux. En ce qui concerne Zari et Andrea, elles vivent à Jérusalem. Elles sont parties toutes les deux quelques temps plus tard, après les attentats de janvier 2015. Elles ont décidé de partir en Israël. Ce sont d'abord de jeunes femmes. Elles avaient 20 et 22 ans. Donc lors de l'attentat, elles étaient toutes jeunes. Elles ont vu 4 personnes mourir sous leurs yeux. Et donc effectivement, il y a aussi ce sentiment de savoir qu'on est victime. Mais on se dit quand on est victime. Un petit peu. Je ne sais pas si c'est de la culpabilisation parce qu'elles savent bien que évidemment elles peuvent pas culpabiliser. Mais il y a ce fait de se dire, même si dans le stress post-traumatique et les conséquences, il y a effectivement un symptôme qui est ce symptôme de culpabilisation du survivant qui dit pourquoi moi je suis encore là et pourquoi les 4 victimes, rappelons leur nom d'ailleurs ici, Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Attab et François-Michel Saada, à qui évidemment on dédie ces quelques paroles en cette veille de Shabbat, que leur âme repose en paix. Eh bien, on se dit aussi pourquoi eux ne sont plus là, pourquoi eux sont morts et nous on est restés vivants, on ne nous a pas tués. Et encore plus quand dans le cas de Zari, on est la seule personne sur qui le terroriste a tiré et qui n'a pas été touché. Donc il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, de cette culpabilité du survivant, même si évidemment toutes celles et tous ceux qui étaient dans ce magasin savent bien que évidemment elles ont vécu de l'horreur. Et au contraire, ce qui est important, c'est leur témoignage. Ces personnes-là sont là pour témoigner. Et je me rappelle de Zari qui était là pour dire toute la vérité dans cette audition qui était très importante, qui a duré pratiquement 1 heure, et elle avait raconté les choses, parce qu'il est important que lorsqu'on raconte, lorsqu'on dit ce qui s'est passé, on comprend mieux, et c'est aussi l'objet d'un procès comme celui-là, et c'était l'objet de ce procès, et ce sera l'objet du procès, un appel aussi, que les témoins puissent dire ce qui s'est passé pour qu'on comprenne toute la dramaturgie et toute l'horreur, l'inhumanité qu'il y a pu avoir dans ce type d'acte terroriste. Et oui, vous nous le dites, donc Zari et Andrea qui sont partis vivre à Jérusalem. Derrière, il y a eu une vague d'Alia, je crois, après ces terribles attentats, une vague d'Alia de juifs français. Alors, vous parlez justement de ce procès en appel qui aura lieu au mois de septembre prochain, à partir du 12 septembre 2022, car on sait que les 2 principaux accusés, je crois, ont fait appel. Qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils fait appel et surtout, qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce nouveau procès ? Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est qu'il y avait 11 accusés, plus 3 accusés qui ont été jugés par contumace. Ils n'étaient pas présents en France. C'est les frères Beloussine qui étaient partis donc sur le terrain des opérations en zone syrienne et Ayad Boumedienne qui était la compagne du terroriste Koulibaly. Et donc, ce qu'il faut comprendre, il y a des doutes, en tout cas des présomptions que les frères Beloussine aient été tués sur zone. Donc on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts, mais en tout cas ils ont été condamnés puisque nous n'avons pas la preuve qu'ils soient vivants ou morts. Quant à Ayad Boumedienne, a priori la présomption était plutôt qu'elle soit toujours vivante et qu'elle soit effectivement sur zone. Les 3 personnes ont été condamnées. Quant aux 11 autres personnes, il faut savoir que c'était donc des personnes qui étaient poursuivies, certaines pour certaines infractions, d'autres pour d'autres infractions encore, que ce soit association de malfaiteurs terroristes, que ce soit association de malfaiteurs d'ailleurs finalement condamnée pour association de malfaiteurs non terroristes de droit commun, parce que les juges avaient estimé, la cour d'assises spécialement composée avait estimé qu'il n'y avait pas de matière pour les condamner pour terrorisme. Ce qui est intéressant, c'est que chaque cas a été vu de façon vraiment particulière, comme la justice doit le faire, avec une personnalisation de chaque dossier, et donc il y a eu des peines très différentes. Mais grosso modo, ce qu'on retient de ce procès, c'est que la justice a fait un travail serein, avec des peines qui ont été prononcées, qui étaient à notre sens en tout cas, mais ça a été reconnu par grand nombre d'observateurs, des peines qu'on pourrait qualifier de justes, et en tout cas la justice a vraiment fait son travail, avec d'ailleurs, reconnaissons-le, 11 condamnations. Les 3 autres, évidemment, par contumace. Personne n'a été acquitté dans ce dossier. Ils ont tous été condamnés à des peines différentes pour des motifs différents. Et vous l'avez dit, 2 personnes, les 2 accusés principaux, qui ont en tout cas pris les peines les plus importantes, ont décidé de faire appel.
dont Ali Rizapolat, dont on rappelle qu'il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, ce qui est une peine très importante. Ils ont décidé, ces deux-là, de faire appel. Et donc, pour les 9 autres, l'affaire est close, elle est définitive. Et pour ces 2 accusés, nous nous retrouverons effectivement à partir du 12 septembre 2022, en appel devant la cour d'assises spécialement composée, qui viendra donc juger une nouvelle fois ce dossier des attentats. Mais soyons clairs, ça n'aura pas la même dimension que le procès que nous avons vécu l'an dernier, pour une simple raison, c'est que nous avions tous les accusés et que nous avions un procès d'ailleurs qui était plus long. Celui-ci sera moins long. Zari ne reviendra pas pour ce procès. Écoutez, c'est dans 9 mois, donc j'en ai parlé déjà un petit peu avec Zari. Elle était venue dans des conditions très difficiles de Jérusalem. Rappelez-vous aussi par rapport au Covid, où c'était très très compliqué de venir. Elle avait fait cet effort exceptionnel de venir. Son témoignage avait été très 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 suivi. Est très important dans le cadre de ce procès. Je ne sais pas encore, et même elle, je crois qu'elle ne sait pas encore si elle reviendra au mois de septembre ou pas. Tout dépendra de l'évolution de la situation et puis de la vie de cette jeune fille qui se reconstruit en ce moment comme Andrea et à qui on souhaite évidemment à toutes les deux le meilleur. Vous êtes encore en lien avec elle, Tout le temps. Que ce soit avec Andrea ou Zari, on est en contact très régulier et elle me donne de leurs nouvelles l'une et l'autre régulièrement. Alors Michel, je crois que vous souhaitiez intervenir. Oui, parce que j'ai suivi évidemment ce procès, notamment aux côtés, pas très loin, du président du Consistoire de France, Eli Korchia. Et comme j'en ai l'occasion, c'est de le féliciter et de le remercier pour ce travail assez exceptionnel qu'il a fait pendant ce procès, d'assister notamment ces victimes, ces survivants de Charlie Hebdo. C'était important de le dire aujourd'hui, lui qui est aujourd'hui devenu donc le président du Consistoire de France. Absolument. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbib. Puis un dernier petit mot vraiment pour vraiment dire que nous avions une grande solidarité. Nous avons eu une équipe vraiment très forte, très soudée à travers tous les avocats de partie civile. Mes confrères, à qui je pense qui étaient avocats de la défense, ce n'est pas facile d'être avocat de la défense dans des dossiers pareils, et qui ont joué leur rôle d'avocat de la défense, bien évidemment, mais aussi, je voulais dire, au niveau des parties civiles, nous représentions les victimes, les parties civiles, les familles de défunts de ces 3 séries d'attentats, et évidemment celles et ceux qui ont survécu, que ce soit Charlie Hebdo, la famille évidemment de Clarissa Jean-Philippe et les autres victimes qui s'en sont sortis vivants, ses collègues et d'autres agents de la municipalité qui étaient victimes de la Porte de Montrouge, et les victimes de Charlie Hebdo, de l'hypercacher. Je voulais vraiment dire que nous étions les uns et les autres, et je pense à tous mes confrères ce matin, nous étions là pour jouer ce rôle d'auxiliaire de justice, parce que c'est notre rôle, mais aussi d'avocats qui jouaient totalement le rôle et pleinement le rôle pour les parties civiles. Et donc c'est à elles et eux aussi que je dis ces quelques mots, et nous nous retrouverons évidemment avec elles eux en septembre 2022. Eh bien, merci beaucoup Eli Korchia, président du Consistoire central, avocat d'anciens otages, Zari Siboni et Andrea Chamac. On pense à elle et on pense à toutes les victimes ce matin sur Radio J.